Bienvenue pour cette nouvelle interview de la série L'Entretien, une série qui est orientée, vous le savez maintenant, sur le développement personnel et sur le business et toutes les magnifiques passerelles qu'on peut faire entre les deux. Donc moi, je suis Pierre Lejuy, je suis coach en développement personnel et directeur du centre de formation INSEM, INCEM, basé à Troyes. Alors, on a eu Philippe Bloch, on a eu Michel Bojniak et plein d'autres personnes super intéressantes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une invitée que l'on a déjà retrouvée derrière des écrans, pas derrière celui-là, Neza Boubekri, plus connue aussi sous le nom de Ness. Bonjour Ness. Bonjour Pierre, quel plaisir! Oui, moi aussi. Alors avec Ness, on a eu l'occasion déjà de se rencontrer pendant une formation en Suisse. Ness, c'est une boule d'énergie, un soleil qu'on voit plein de belles énergies. Et voilà, en tout cas, on va passer un super bon moment ensemble. Elle a plein de belles choses à nous partager et ça va être chouette. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas encore, qui est Ness? Ness, c'était une chef de publicité, directrice marketing et de communication, animatrice sur France 2, TF1 sur une télé marocaine, directrice artistique, animatrice chez MCM, journaliste et chroniqueuse chez Europe 1 et aussi auteur du livre Ness, ma vérité, des mots MOTS et des mots MAUX. En résumé, waouh, ça fait beaucoup de choses. Alors, ma première question, Ness, elle va être très simple. C'est qui est Ness? Ah, Ness, c'est Nézia Boubekri. C'est une petite nénette qui est née à Casablanca il y a 51 ans. Je peux dire mon âge, je n'ai pas de problème avec ça. Et qui, on pourrait dire, n'est peut-être pas née avec, comme on dit, une cuillère en argent ou dans un socle qui permet de booster une réussite, mais comme beaucoup. Et qui a su porter ses rêves aux tripes et porté par un ancrage puissant dont on aura l'occasion peut-être de parler et pour tracer sa route et définir ses objectifs. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ton parcours, voilà, de où tu es parti et où tu es aussi aujourd'hui? Moi, je suis arrivée donc à Cholet, je suis une enfant d'immigrés et ouais, j'étais un petit peu le général de la famille hein, très tôt, parce que j'avais des parents qui ne savaient pas s'exprimer bien en langue française. Et, euh, et donc très tôt, j'étais baignée dans le monde adulte et toutes les responsabilités que ça impose, à savoir la gestion comptable, les traductions avec mon père, ce qui amène des scènes assez drôles et on en rigole encore, il faut rire de tout. Et, euh, et cette responsabilisation très tôt, je l'ai vécue non pas comme un truc genre victime, oh là là, mon Dieu, psychologiquement, oh, pauvre enfant, pas du tout. J'étais plutôt contente en fait. Ça me donnait un statut privilégié. Et mes parents ont su un peu doser, c'est-à-dire qu'en même temps, j'étais responsable, mais en même temps, je restais leur enfant. Beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de transmission et de manière de se dire qu'on s'aime, à la fois en verbal et aussi en non-verbal. Et ça, je l'ai vraiment, c'est quelque chose que je peux presque matérialiser, ce qui est difficile, hein, normalement, un sentiment ne se matérialise pas, mais pour le coup, si. Et puis, vers l'âge de 11 ans, 12 ans, mon père, avec qui j'étais très, très complice, m'a glissé cette phrase qui pour moi, a été un moteur phénoménal. Il m'a dit, ma fille, tu as 1001 hommes en toi. Vas-y, fonce, fais ce que tu veux, tu as 1001. Cette phrase, c'est quelque chose voilà, ce qu'on appelle un ancrage. Ça a fait boum dans ma tête. Je me suis retrouvée, genre, une petite deux chevaux, toute mimi, et dans lequel on a mis un moteur de SpaceX, tu vois. Et ça a été pour moi ce qui a permis de faire en sorte de ne voir aucun mur ni dans mes rêves, ni dans mes objectifs, ni dans ma façon d'aborder les gens. Non pas qu'ils m'impressionnent pas, mais en tout cas, voilà, je ne recule devant rien. Je me dis que je n'ai rien à perdre et que ouais, tout est possible, quoi. Tout est possible à partir du moment où, euh, où on n'a pas de frein en tête, en fait. Et les mots, par exemple, de mon livre, MOTS et MAUX, les mots qu'on reçoit.
depuis la naissance, voire même la période de grossesse, de gestation, sont tous ces mots-là qui nous construisent et qui vont définir l'adulte qu'on va être. Et d'où l'importance de souligner cet ancrage-là, cette phrase de mon père et tous les mots qui l'ont accompagné durant mon enfance et qui ont permis de faire de moi quelqu'un qui n'avait pas de fragilité en termes de construction d'identité, tu vois. Ça ne veut pas dire que j'étais nombriliste et que j'étais super, pas du tout. J'ai toujours avancé avec beaucoup d'humilité. Mais en revanche, voilà, ça m'a boosté et je suis passée mon premier boulot, je me souviens, c'était documentaliste à l'aérospatiale pour Alstom. Et puis, j'ai travaillé pour un bureau d'études, une grosse boîte américaine qui fait, genre, tu sais, des buildings un peu genre la Défense. Et un jour, le big boss m'appelle et me dit, voilà, j'étais toute jeune, hein, j'étais encore à l'école, tu sais, c'est l'alternance. Et puis, il me dit, voilà, est-ce que tu serais prête à tout lâcher? Nous, on te forme, euh, on te paye tout et on veut que tu sois, que tu diriges la filiale africaine à Casablanca. Putain, pour moi, c'était du pain béni, quoi. Je me dis, mais waouh, c'est le retour au pays par la grande porte. Et donc, j'accepte. C'était un pari risqué parce que tu lâches les études, tu sais pas trop où tu vas. Et donc, ouais, je vais être fermé et je vais être formé. Euh, bah, ça a dû leur coûter une blinde. J'ai fait le centre des jeunes dirigeants. J'ai côtoyé des grands, grands dirigeants. Les gens, ma promo aujourd'hui, dirigent des multinationales un peu partout dans le monde. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la guerre du Golfe va être déclarée et les États-Unis vont appeler en disant, bon, le siège à Atlanta appelle en disant, bon, le Maroc, c'est pas l'Irak, mais ça reste un pays arabe, donc on reporte de 2 ans. Et quand le boss me convoque en me disant on reporte de 2 ans, là, je fais waouh, 2 ans. Puis à l'époque, tu es jeune, donc tout doit aller vite, quoi. Et je me dis non, enfin, je vais pas prendre le risque d'attendre 2 ans. Je préfère avancer sur autre chose. Et à ce moment-là, je me suis souvenu d'un cours de mon prof d'histoire qui était autour de la propagande et savoir lire une image, lire un texte avec une, deux, trois, quatre, voire plus de lectures. Et ça m'avait fasciné, cet outil de communication. Et donc, je me suis souvenu de ça et je me dis, bah, pourquoi pas la com? Et je me souviens, j'étais à Saint-Nazaire, hein, la ville des gros paquebots, des sous-marins et des grosses industries comme ça. Et donc, j'ai tenté le tout pour le tout. J'ai débarqué à Paris, je ne connaissais personne. Vraiment, c'était très cliché. Et j'avais appris avec les Américains la notion de gestion du temps. Donc, avec cette pression-là de dire, voilà, objectif, court, moyen, long terme. Et je suis arrivée, je regardais la gare Montparnasse, ces gens, cette foule anonyme, en fait, qui ne te regardent pas, c'était très space. La première claque, c'était le coût du café. Et j'ai pris à l'époque, il y avait une espèce de bottin d'annonces. Et, la première annonce avait. Ah oui, non, je m'étais dit, on est lundi. Lundi prochain, tu bosses. Ça, c'était voilà. Objectif numéro un, lundi prochain, tu bosses. Parce que pour moi, c'était très compliqué. Je me disais, mais c'est Paris, avec tous les clichés qu'on peut avoir quand on est une femme de province, c'est de se dire, mais je vais finir, je vais finir dans les mains de proxénètes vicieux et donc à arpenter les trottoirs parisiens, ce qui était une angoisse totale pour moi. Et j'ai appelé la première annonce, on me dit que le poste est pourvu. Ce qui m'embêtait parce que c'était vraiment le profil type d'annonce. Ouais, là pour le coup, je repars à zéro. Et donc, il faut pas avoir peur de repartir à zéro à partir du moment où on a un objectif. Et là, ouais, c'était un poste, profil, assistante marketing pour un groupe de presse, etc. Donc le poste est pourvu, j'essaye d'autres annonces, il n'y a rien. Puis il n'y a rien qui me tente. La première annonce est celle qui me plaît le plus, quoi. On arrive au mercredi, et puis je me dis, je vais retenter, j'y vais au culot. Je me souviens que la fille du standard avait appelé Barbara. Donc j'ai retenu le fameux Barbara. Donc je dis, c'est elle qui recrute. Et j'y suis allée au culot total. J'ai appelé, faisant mine de connaître cette fameuse Barbara. Donc, allô, passez-moi Barbara. Donc du coup, elle me passe Barbara. Et je lui lave le cerveau pendant, je sais pas, une heure et demie. Et elle me dit, OK, on se voit demain. Pour moi, c'est OK, on se voit demain. Donc, entretien, etc. Fin d'entretien, OK.
Et elle me dit, on voit le Big Boss demain. Big Boss, ok, donc le vendredi et le jeudi. Et il me dit, vous voulez commencer quand? Ben, je lui dis le lundi. Donc le lundi, j'avais atteint mon objectif de bosser dans ce que, voilà, d'amorcer un peu la phase communication par un boulot le lundi, 8 jours après. Et puis petit à petit, je suis passée chef de pub, pardon, chef de pub, directrice, responsable du marketing. Et lorsqu'on a commencé à développer les programmes télé, à travailler avec les chaînes télé, je suis devenue responsable du département télé, avant d'atterrir visuellement à la télé. C'est arrivé totalement par accident parce que le, le- le ma- la rédaction et France 2, on travaillait à l'époque avec Cyril Drevet, qui est le fils de Patrice Drevet, qui était directeur, qui est producteur exécutif à France 2. Et donc, était parti sur un jeu, l'adaptation d'un jeu vidéo qui s'appelle Super Mario, en plateforme qui permettait à 500 gamins de jouer à Super Mario. Donc c'était une première mondiale, super. Et à 2 heures du mat ou 1 heure du mat, Patrice Drevet m'appelle en me disant, mais j'ai pas de voix pour commenter le jeu, quoi, pour être... Je dis, bah ouais, super, mais je peux rien faire pour toi, je sais pas ce que... Pour moi, je sais même pas ce que c'est qu'une voix, quoi. Et donc, ouais, bah, l'heure tourne, et puis bah, au final, il me dit, mais il faut que tu le fasses, j'ai pas de voix. Donc, je me retrouve le lendemain matin à 9 heures en direct sur le plateau du JT de 13 heures, on faisait ça, à donc présenter Super Mario en jeu interactif sur France 2 et en direct. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dépanné 1 fois, 2 fois, 3 fois, et qui font beaucoup d'études à la télévision. Et je suis devenue Madame Mario, en fait. Les enfants m'appelaient Madame Mario. Et puis un jour, la patronne de la jeunesse de France 2, Mireille Chalvon, me croise dans l'ascenseur et me dit, Inès, vous êtes à l'antenne la semaine prochaine. Je dis, bah oui, Mireille, mais ça fait déjà plusieurs semaines que je dépanne. Elle me dit, non, non, vous êtes à l'antenne. Et là, j'ai pas cru parce qu'avec ma carte de séjour et mon passeport marocain, euh, c'est pas des choses auxquelles tu penses. Enfin, pour nous, c'était tellement pas possible que spontanément, ça s'inscrit pas du tout dans ton cerveau, ni dans le champ des possibles, non, rien du tout. Et donc, c'était assez étonnant pour moi de me retrouver là-dedans, à me dire, mais attends, toi, avec ta tête d'arabe, tu vas être sur le service public français, en fait, c'est pas possible. Et c'est comme ça que l'aventure antenne va commencer. Ensuite, parallèlement, je présente les informations sur les news sur MCM, puis beaucoup d'autres émissions, jusqu'au jour où rendez-vous annuel d'animateur avec le DG, bah, ouais, j'ouvre ma grande gueule en fait. Et je lui dis, voilà, ton habillage, l'habillage c'est un peu l'identité visuelle de chaque chaîne. Bah, c'est un peu, ouais, c'est un peu du sous MTV, en gros, c'est un peu de la merde, quoi. Et donc, il me prend en mot, tu vois, il me prend en mot, il dit, puisque tu as une grande gueule, t'as 15 jours pour me faire une proposition. Et là, franchement, il m'a coupé les jambes parce que ouais, c'est bien beau d'arriver et de dire, ben, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Il faut aussi pouvoir trouver des solutions. Et donc, pendant 15 jours, je vais m'atteler à travailler, à déconstruire toute l'antenne, en fait, parce que c'est ça, hein, l'identité d'une chaîne, c'est toute l'antenne. C'est déconstruire aussi le marketing antenne. Et tout ce qui va avec, c'est les programmes, les animateurs, enfin tout, quoi. Et donc, je travaille là-dessus avec mon binôme de l'époque, qui est Patrick Giordano, alias Matt Murdock, un super binôme. Et donc, on va livrer le projet 15 jours après. Il est validé. Et donc, je me retrouve directrice artistique de la chaîne avec Patrick. Et c'est une histoire géniale parce qu'effectivement, l'image, c'est quelque chose qui me passionne. C'est quelque chose que, enfin, tu vois, je regardais les habillages de Canal+. Moi, j'étais fascinée par Étienne Robial, etc. Et comment, tu vois, le culot peut aider à te retrouver dans une voie enfin, à laquelle tu n'aurais même pas ou pensé ou ne serait-ce espéré. Et, euh, et ça a super bien marché. On a gagné des parts de marché et tout de suite, on a reçu un coup de fil de TF1 qui a demandé à rencontrer l'équipe qui avait signé ce travail-là. Et, euh, et là, c'était génial parce qu'on passait de low budget à Titanic, quoi. C'est la petite barque. Et là, tu te retrouves sur la chaîne la plus puissante d'Europe, quoi.
Et là, on nous demande en fait de travailler sur le remplacement de 8 heures, je crois, de programmes d'AB Productions, dont Dorothée et tout ça. Donc tous les fans de Dorothée, je suis désolée, ils vont m'en vouloir. Euh, mais ça a été une super expérience. On avait en concurrent, on avait Peter Sullivan, qui est le leader mondial de la création d'identité visuelle et de chaînes aussi, enfin, je me souviens plus, Nickelodeon à l'époque, enfin beaucoup de chaînes. Et donc on est en concurrence avec eux, donc on se retrouve dans cette immense salle avec des immenses fauteuils à TF1, en concurrence avec des espèces de Men in Black qui arrivaient avec des ordis, des trucs. Nous on était tout pourris, les Romains, enfin vraiment les clodos quoi. Et on avait juste notre idée, nos présentations en papier, tu vois, mais on n'avait pas les costumes, on n'avait pas. Et on voit l'équipe de Sullivan sortir du bureau, on rentre, et là, bah, je crois que la force du pitch, c'est pas le PowerPoint, quoi, c'est l'incarnation même de ce que tu dois vendre. Et on maîtrisait tellement le sujet avec les tripes que du coup, on a gagné le projet. Et pire, c'est Peter Sullivan qui travaillait pour nous. Donc c'était vraiment top. Parallèlement, Disney lançait sa chaîne euh, en France. Donc pareil, on a fait l'audit de Disney Channel pour le logo, pour beaucoup de choses. Et puis TF1, à un moment donné, a dit ben, un conflit d'intérêts, donc on préférait que vous fassiez un choix, et on a choisi TF1. Mais voilà, deux belles expériences, enfin trois, qui montrent comment le culot, comment à un moment donné ne pas se poser de questions, ne pas se dire c'est pas pour moi, ne pas. Et puis il y a des vocations qui se créent sans qu'on sache pourquoi, d'où ça vient. Le sens de l'observation, je crois qu'il faut toujours être curieux de tout. Et du coup, voilà, ça ouvre des portes inimaginables. On a même eu un prix à l'époque qui était à Imagina à Monaco. C'était un festival un peu comme Cannes, mais pour tout ce qui est effets spéciaux et images numériques. Et on avait eu le troisième prix pour Game One, par exemple, parce qu'on a fait pareil pour Game One. Prix du meilleur habillage derrière James Cameron, Titanic et l'habillage de la Coupe du Monde. Donc c'était incroyable quoi de vivre comme ça ces expériences. Parallèlement, il y avait l'antenne, donc il y avait un côté totalement schizophrène. Donc c'était en même temps de gérer des émissions, le contenu, les présenter et en même temps bah, assurer redessiner des chaînes complètement et créer, enfin participer au développement de Game One par exemple, ça a été unique quand Canal+ a signé avec Infogrames. Euh, on nous a demandé ça en avril, on a rejoint l'équipe et on a pris les mêmes fous qu'AMCM avec en complément l'équipe formidable de Canal. Et, euh, enfin, avril pour ouvrir les robinets en mai, en septembre à l'ICTS de Londres. Et en fait, on a créé une chaîne en un temps record. La première chaîne de l'histoire, la première chaîne, on va dire, de la culture bis, donc de la culture du jeu vidéo, d'Internet et de tout ce qui va avec, sport extrême, manga, bon, évidemment, jeux vidéo. euh, tout ce qui est... En gros, on avait pensé à une sorte de nouveau MTV, MTV étant dépassé à l'époque un peu l'histoire des clips. Bon, les chaînes générationnelles, c'était surtout autour du clip. Nous, on voulait créer une chaîne générationnelle autour du jeu vidéo. Et c'était absolument top. Est-ce que tu veux que je continue? J'ai pas mal d'autres que j'adore, moi, qui racontent ton parcours, parce que en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que tu as toujours été à la barre depuis toute petite, toujours dans la prise de responsabilité. Et on le sent dans ce que tu dis, qu'en fait, c'est pas un boulot qui est tombé les cheveux sur la soupe. Tu as dit, j'ai la chance d'eux, mais on sent que c'est toute l'expérience de ton vécu qui t'a amené à cette rencontre, de cette opportunité que toi, tu as su saisir pour ensuite bah, monter tous ces projets avec bah, tout ce que toi, tu peux vibrer, quoi. C'est ça qu'on ressent. Mais j'aimerais bien ouais, en savoir plus. C'est vrai que j'ai encore Alors, deux, trois petites questions à yes. te poser qui seront aussi autour de ce sujet-là, quoi. Simplement, peut-être juste nous dire là aujourd'hui, bah, où est-ce que tu es arrivé, tout simplement. Alors, bon, après Game One,
j'ai été appelée et contactée par TF1, par Stéphane Courby, qui est le grand monsieur de la télé et de l'industrie de la télé. Et donc, il me dit, voilà, on a acheté un format américain. Est-ce que ça te dit de rejoindre tous les jours? Je dis, bah non, moi je lance une chaîne pour Canal. Et là, il me dit, mais au moins une fois par semaine, une fois que tu as lancé la chaîne pour Canal, de venir te rejoindre TF1 tous les jours. Et là, pour le coup, oui, c'est assez historique parce que, donc moi, j'accepte une fois par semaine. Et puis ensuite, je vais les rejoindre complètement en septembre. Mais ce qui est fou, c'est que oui, c'est la première fois que une femme d'origine maghrébine se retrouve sur une chaîne comme TF1 avec son logo gendarmerie. C'est-à-dire que personne ne s'attendait à ce que TF1 puisse accepter. Or, TF1 ne m'a jamais pris pour ça. D'abord, c'est Stéphane qui m'a contacté et qui m'a demandé de venir parce que j'étais impressionnée. Il avait tout mon parcours sous les yeux, toutes les émissions que j'avais faites. J'ai fait aussi bien du manga, du jeu vidéo que de la politique, que de la news. Et en même temps, le côté prod, direction artistique, etc. Et j'étais assez impressionnée qu'on puisse se dire, enfin, viens, je connais toute ton histoire et j'ai envie qu'on travaille ensemble. Et en fait, c'est surtout là-dessus. Beaucoup de gens se disent, bah, peut-être qu'ils l'ont fait venir parce qu'elle était justement arabe, etc. Non, 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 non. Non, on construit une histoire professionnelle. Oui, et les gens vous appellent. Mais qu'on fasse venir les gens parce qu'ils sont noirs, arabes, etc., comme des alibis, je trouve ça absolument indécent. Et ce n'a pas été mon cas, du tout. Donc après TF1, donc j'ai fait beaucoup de choses à TF1. J'ai fait aussi, j'ai rejoint l'équipe de Arthur pour les enfants de la télé. Il y a eu d'autres primes avec Julien Courbet, avec une équipe de filles déjantées aussi sur Drôle de Zapping et beaucoup de choses. Et à un moment donné, je suis allée rejoindre France 2 pour Top of the Pops, qui était une émission culte de la BBC. Donc c'était génial, je me retrouvais à France 2 à piloter moi-même les émissions sur une chaîne major. Et en plus, ce truc-là qui était génial, parce que c'était un classement, mais album, ce qui permet d'avoir quand même une programmation artistique géniale. Et c'était du live. Donc c'était en concert privé en permanence, c'était un bonheur absolu. Et donc là, on m'offre le Prime. Et là, oui, là, oui, on fait l'histoire parce que je deviens la première femme arabe à piloter des primes sur une chaîne major occidentale. Donc, je multiplie les expériences aussi à France Télévisions. Je fais des débats également pour le ministère de l'Intérieur, notamment autour des violences conjugales. Je fais aussi des conférences sur les, comment on appelle ça, les modes de gouvernance, les nouveaux modes de gouvernance, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Donc, voilà, je suis capable de m'intéresser à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui me passionnent. Et je mets un peu à profit ce que j'apprends avec l'expérience de la prise de parole en public, à pouvoir monter et offrir des conférences qui soient super, enfin, je pense, intéressantes. Et, euh, et donc voilà, après France 2, qu'est-ce qui va se passer après France 2? Je vais... J'allais juste te demander, d'ailleurs, du coup, en parlant de transmission, parce qu'on ne va pas l'oublier quand même, tu as écrit un super bouquin récemment. Moi, je trouve vraiment que c'est un livre qui est magnifique, qui est poignant, qui est riche d'histoire, d'émotions. Il y a de l'engagement, il y a des messages percutants. Et des fois sans filtre, il faut savoir le dire aussi, mais Oui, c'est ça qui est chouette dedans. Et je oui. voulais te demander justement, bah, à quel moment est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais écrire un livre? Voilà. Et en quoi c'était important pour toi de le faire, du coup, ça? Alors, on m'a demandé plein de fois d'écrire un livre sur ce statut de femme arabe, blablabla. Et en fait, je me sentais pas légitime du tout. Parce que je me disais, je suis personne, puis j'ai tellement de respect. Un livre, c'est pas rien, quoi. Tu vois, écrire un bouquin, c'est pas rien. Puis livrer son histoire, même si c'est pas que. Voilà, je le sentais pas. Il y avait un peu tu sais, le syndrome de l'usurpateur, quoi. Le problème de légitimité à écrire un bouquin, donc j'ai refusé. Et puis ensuite, il y a eu la crise du Covid. J'ai vu aussi, avant, un climat assez délétère s'installer de manière vraiment sournoise et, et, parfois à vomir. Et ça a vraiment, vraiment pris une ampleur
pendant la crise Covid, où là, en plus de ce qu'on avait mangé pendant la crise Covid en termes de non-droit au questionnement, en termes de non-droit à la pensée différente, euh, presque une criminalisation de l'interrogation quand on sait qu'une société qui s'interroge est une société qui va bien. Là, c'était plutôt... et moi qui viens du média, je me dis, il se passe quelque chose de glauque. Et puis, ajouter à ça le phénomène Zemmour, à qui on a ouvert les vannes de ce que je considère moi comme abominable et aux antipodes des valeurs d'un pays comme la France, que je considère comme le mien, même si j'y suis pas née, mais j'y ai grandi. Je suis arrivée, j'avais 2 ans. Et là, j'étais en colère de me dire, en colère à la fois contre ceux qui nous gouvernent, et je le dis un peu à la Machiavel, où l'intérêt humain passe au plan 12 000, et où l'objectif numéro un est d'abord de garder le contrôle et donc le pouvoir. Et puis à côté de ça, des médias qui ouvrent des vannes, les vannes de manière indécente à des gens qui tiennent des propos qui ne sont plus pas légales. La liberté d'expression, oui, mais le journalisme, ça appelle à, à la responsabilité. Le journaliste, c'est quelqu'un qui garantit le bon fonctionnement d'une démocratie. C'est pas quelqu'un qui est là pour attiser la haine, diviser une société, que ce soit d'un angle communautaire, ethnique ou d'un angle social, les riches contre les pauvres, les Arabes contre le reste du monde. Ça devenait absolument glauque. Et surtout, ça ne représentait pas cette France que moi, je connais, à qui je dois beaucoup, à qui le monde aussi doit beaucoup parce que c'est le pays des droits de l'homme et des libertés. Et de la voir comme ça, s'affranchir de toutes ces valeurs, de les bafouer, de les écraser avec cette machine infernale qui est l'outil médiatique. C'est à ce moment-là où j'ai été prise je peux dire, putain de colère. Parce qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a de vivre ici. Que les gens oublient, alors d'un côté comme de l'autre, hein, c'est à la fois rappeler aux gens du pouvoir public leur rôle et leur connerie, et en même temps à nous, citoyens, de rappeler que, ok les gars, mais on vit en France, et voyagez, écoutez les rues du monde, et vous verrez que ce n'est pas la France. Et il y a des gens qui ont perdu la vie pour que nous, aujourd'hui, on puisse vivre bien, avec, avec des droits, avec un hôpital, avec énormément de choses que les plus grandes puissances mondiales n'ont pas. Là, on n'est même pas dans une question de tiers-monde ou pas. Et de rappeler un peu à l'ordre et de dire, mais merde, quoi. Le pouvoir, c'est nous qui l'avons, c'est vous qui l'avez, et il faut se bouger. Je peux pas, moi, me contenter de regarder ça et ne rien dire. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai essayé d'écrire et de me dire, ben, je dois m'exprimer et je suis peut-être mieux placée sur certains sujets comme l'immigration ou je peux parler aux gens comme moi parce qu'on a aussi nos mots MAUX et nos torts et qu'on doit aussi parfois se regarder dans le miroir et dire non, on peut pas laisser les autres nous fracasser, on ne peut pas laisser les autres penser que nous sommes comme ça, on ne peut pas laisser les autres nous diaboliser et laisser, comme on dirait au Maroc, un poisson pourri pourrir tout le sac. Et je crois que nous sommes tous nés, non pas pour uniquement manger, dormir et aller aux toilettes. On a tous un rôle à jouer dans ce monde, dans cette vie, et qu'à un moment donné, chacun a une responsabilité. Tous nos choix ont un impact sur l'environnement direct ou indirect. Toutes nos décisions ou non-décisions ont un impact sur nos environnements. Donc, si chacun nous, même si je suis un grain de sable dans cette immense machine, alors ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et ouais, il est né d'une colère de dire arrêtez cette machine à détruire. Moi, je me souviens d'un coup en troisième où le prof d'histoire, qui est un prof génial, m'avait fait. Enfin, il était tellement passionné par son métier de transmettre, de la transmission, qu'il avait fait d'un art le sujet de la Deuxième Guerre mondiale. Et à la projection du film Nuit et brouillard, qui est quand même terrible pour des gamins. Moi, ce sont des images qui m'ont accompagnée toute ma vie. Pourquoi? Parce que
ces images sont le résultat concret, visible de ce dont est capable l'humain dans toute son horreur et tout son non-sens. Et comment tout peut basculer très très vite en fabriquant ce qu'on appelle euh, la fabrication de l'ennemi. Et donc c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que je voulais dire stop, parce que je voulais servir aussi d'exemple, de dire non, en fait, non, la France c'est celle dans laquelle moi j'ai grandi, qui m'a permis d'avancer, qui m'a permis de rencontrer des gens formidables, sans qu'on me pointe du doigt en me disant t'es arabe ou t'es ceci ou t'es cela. Oui, il y a des problèmes, je les cite, donc j'ouvre tous les tiroirs à problèmes, les tiroirs sociétaux, politiques, etc., d'un côté comme de l'autre. On a tous à se regarder à un moment donné, d'abord nous, et puis se regarder dans le miroir, et puis se regarder dans le miroir ensemble pour avancer ensemble. Donc si ça peut faire changer quelques mentalités, c'est pas plus mal. Donc, en tout cas, moi, ton bouquin, quand je l'ai lu, certes, c'est des mots, mais moi, j'entends aussi, surtout et beaucoup, un cri de l'intérieur. Et Oui, je pense que ça se ressent, quand je parlais d'engagement tout à l'heure, d'énergie, tout ça se ressent vraiment. Et vraiment, je vous invite à lire le bouquin. Je vous remets un petit peu la couverture. Super sympa déjà, la couverture, et puis le contenu vraiment, vraiment passionnant. Et ça fait du bien aussi d'entendre ça. Et quand on dit qu'il y a des problèmes, qu'il faut des fois juste brosser dans le sens du poil pour que ça aille mieux, c'est faux. Je pense qu'au contraire, il faut brosser dans l'autre sens pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ça fait mal. Et bon, j'en profite aussi, mais un système, voilà, il a d'autres pouvoirs que ce qu'on accepte de lui donner aussi comme énergie, il ne faut pas l'oublier. Et c'est à nous de complètement. créer nos propres systèmes par rapport à nos valeurs, par rapport à nos croyances, par rapport à ce qui est important pour nous. Et en tout cas, bah, merci, merci de ce cri-là, parce que voilà, on va essayer de le faire résonner au maximum, tu le fais avec ton bouquin. Et je trouve ça vraiment chouette. Et je voulais rebondir aussi, ça fait plusieurs fois que tu parles de voilà, moi, la femme arabe. Et c'est vrai que tu as dû l'entendre, et c'est vrai qu'à l'époque, au contexte dans lequel tu es rentré dans ce monde de la télévision, c'est quelque chose qui était déjà présent. Et du coup, j'ai fait ma petite enquête. J'ai fouiné et j'ai trouvé un petit post de ta part. Voilà, on va voir si tu t'en souviens ou pas. Moi, marocaine en France, et alors? Je cite, j'ai gagné une double culture. Je ne suis ni victime ni complexé. Je fais de mon identité une force et de l'histoire de mes parents un moteur extraordinaire. Aujourd'hui, ajouté à cela, beaucoup de travail et une soif de connaissance. Savoir reconnaître les opportunités. J'ai ouvert la porte et l'espoir à d'autres et j'en suis fier. Ne jamais perdre de vue ses objectifs et ses rêves, ils sont sans limite. Ouais. Il avait fait un carton, ce poste. Il avait fait un carton. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. On est, on est son propre ennemi. On ne peut pas rejeter la responsabilité sur les autres. Ce n'est pas vrai. Nos décisions, nos choix sont nos choix intimes et personnels. Il n'incombe pas aux autres d'assumer les responsabilités de nos choix. Et nos choix et nos rêves sont sans limite. Et à partir du moment où on les porte aux tripes, c'est vraiment, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. C'est comme ça qu'on génère les bonnes énergies. C'est que plus on les porte, plus on les incarne et plus on diffuse l'énergie qui va avec. Et donc, on a en retour, moi je crois beaucoup à ça, euh, on s'attire. Voilà, les choses s'attirent et vous vous retrouvez sur le chemin à rencontrer exactement les bonnes personnes au bon moment. Vous créez, vous suscitez vos chances. Ce n'est pas la chance, c'est pas un truc qui existe comme ça, qui vous tombe sur le coin du nez en étant assis sur le canapé. Ça n'existe pas. C'est en ayant une telle croyance dans vos ambitions, dans vos rêves, que vous arrivez à convaincre, en fait. Parce que c'est ça, hein, le meilleur pitch, c'est soi-même. Le meilleur pitch, vous n'avez pas besoin de PowerPoint ou de choses comme ça, ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes le meilleur représentant de vos rêves et de vos projets. Et c'est plus vous les incarnez, plus on les reçoit, et plus ça marche, et plus vous avancez dans vos objectifs. Ouais. Et toi, d'où est-ce que tu tires? Parce que toute cette énergie-là, quand on lit ton bouquin, il y a un moment où tu as été demandé des retours d'expérience et puis tu en parles régulièrement. On sent qu'il y a comme on l'a dit au début, cette boule d'énergie qui est Ouais. là et qui semble totalement inépuisable avec cette force de caractère, ces convictions. D'où ça vient tout ça? Je pense que ça vient de l'enfance, de mon côté petite générale du roi. Je pense que c'est aussi parce que je viens du Maroc, que je viens d'un milieu socialement pas du tout aisé,
mais on m'a offert toutes les richesses possibles d'apprendre humainement et les vraies valeurs des choses. Et quitter le déracinement, c'est pas quelque chose d'évident, hein. C'est quelque chose qui se vit. On ne peut pas décrire avec des mots un déracinement. Mais quitter ce qu'on a quitté, c'est forcément. Vous pouvez pas quitter pour rien faire. C'est pas possible. Il faut donner un sens à ça. J'ai été témoin en fait du vécu de mes parents, hein. C'est une douleur, c'est pas toujours facile, hein. Ils font ça pour leurs parents, pour leurs enfants, mais voilà, de l'intérieur, moi j'observais ma mère qui était en larmes, etc. Enfin, c'était très très douloureux quand on est arrivé. Et je crois que tout ça vous anime en fait. Tu sais, ça t'anime de quelque chose où tu te dis, je peux pas me planter, quoi. Je peux pas me planter, c'est pas possible, je n'ai pas le droit, pas avec ce sacrifice-là. C'est interdit, en fait, on ne peut pas. Euh, Même si mes parents ne m'ont pas mis la pression de la réussite, elle s'imposait d'elle-même, en fait. Elle s'est imposée d'elle-même. Et je crois que ça a été, ouais, quand je dis moteur, c'est l'histoire de mes parents, parce que je l'ai connu. Très vite, puisque je l'ai vécu avec eux. Et je crois que c'est très important le regard qu'on a sur le parcours de nos parents, et parce que c'est ce qui nous nourrit, nous, en tant qu'individus, et dans toute sa complexité, et dans toutes ses forces, surtout ses forces. Et se nourrir de leur histoire, ça a été, ouais, ça a été un moteur magnifique, parce que je me dis, regarde d'où est-ce qu'ils sont partis. Est-ce que tu aurais eu le courage de faire la même chose? Moi, j'en connais pas beaucoup. Aujourd'hui, qui ont des grandes gueules à tenir les murs, à wesh, wesh, la société, blablabla, bah, en fait, t'es pas content, fais la même chose, quoi. Enfin, va t'acheter une paire de bips, et puis fais la même chose, parce que il faut un courage énorme pour faire ça. Et je crois que c'est ça, c'est la notion donner un sens au départ, que ouais, toutes ces déchirures ne soient pas des déchirures en vain, pour rien, du vide, du néant. En gros, pour être à la hauteur de ce qu'ils avaient fait pour nous, quoi. Donc oui, et puis tout ça enrobé de beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de fierté d'où on vient. Tu vois, j'ai jamais eu de problème ni dans mon arabité, ni dans le fait que je suis pas née Nésia 2, même si je suis chérifienne à la 8. Mais voilà, je crois que mes parents, leur histoire, leur amour, leur vision du monde, leur humilité, en même temps leur intelligence émotionnelle, je crois que ça m'a tué. Ce sont des gens qui sont des éponges à, à savoir. C'est un savoir qui n'est pas rationnel. Et plus tu vas puiser là-dedans, et tu as presque une sorte de connexion, c'est assez étrange, c'est une connexion à énergie. Donc tu prends cette espèce de truc émotionnel qu'ils avaient. Et ouais, ça a été un moteur de fou de voir que eux avaient fait ça. Moi, j'avais 10 000 fois moins d'obstacles, donc je ne pouvais que cartonner. Et moi, le but de ma vie, c'était merci papa, merci maman. Donc c'est ça le, le, le moteur premier. Et j'ai découvert, j'ai toujours pensé que je n'avais pas de moteur colère, tu vois, parce qu'on peut avoir aussi un moteur né d'une colère qu'on transforme en chose positive. Et en fait, en écrivant le livre, je me suis rendu compte bah, aussi que j'avais aussi une colère. Euh, Lorsque nous rentrions au Maroc, alors, il y avait des bagages, tout ça, des centaines, enfin, il y a des centaines de milliers de Marocains qui rentrent chaque année. Et arrivé aux douanes marocaines, il y avait un mépris de la part des autorités, de la police, des douaniers marocains qui était abominable. C'est-à-dire qu'on voyait tous les Français, enfin, les non-maghrébins passer, et nous, c'était l'humiliation, le mépris, le, l'horreur, parce que je voyais mon père trembler, enfin, et vraiment, tous les Marocains, toutes les familles marocaines connaissent ce moment-là que moi j'appelle dans le livre le Midnight Express, parce que c'était terrorisant, et que il n'y a rien de plus difficile pour un enfant que de voir son père et sa mère en faiblesse, en détresse, en peur. C'est quelque chose qui est extrêmement euh, difficile ouais, à comprendre, à vivre, que ton père ne te garantisse plus à ce moment-là ta sécurité. Et en même temps, il me faisait une peine abominable. Je me disais, mais... Et donc j'ai pété un plomb un jour, évidemment, avec ma grande gueule, j'étais toute petite, et j'ai hurlé sur le douanier qu'en était estomaqué, et en lui disant, mais ici c'est chez moi, c'est chez nous, pourquoi eux ont le droit de ne pas avoir peur?
Et c'est terrible. Et ça a été vraiment, je crois, une colère telle qu'elle s'est rajoutée au moteur de reconnaissance. Là, c'était le moteur de je vais revenir par la grande porte. Je ne reviendrai plus comme ça. Et c'est ce qui s'est passé. Je ne voulais plus rentrer chez moi en étant traitée comme ça. C'est extrêmement difficile à vivre en termes de construction. Tu vois, t'es gamin, t'es dans un pays qui n'est pas le tien, où tu nais, mais on ne considère pas que ce soit le tien. Et quand tu rentres sur ton territoire, tu n'es pas encore euh, le ou la bienvenue ou les bienvenus. C'est très compliqué. Alors moi, je l'ai transformé en chose positive, mais ça m'a amené à un questionnement, c'est combien de gamins, surtout les hommes, surtout les mecs, combien de petits garçons ont vécu ça et ont donc transformé cette colère-là en négatif, en délinquance peut-être, en problème identitaire tel que ouais, tu fais n'importe quoi, quoi. Et on n'a jamais mis le point dessus. C'est-à-dire que la discrimination et les problèmes ne sont pas uniquement en France. Là, on connaissait clairement une stigmatisation, un mépris total. En tous les cas, ce que je trouve super intéressant depuis tout ce que tu nous racontes depuis le début, c'est que toutes les expériences de vie que tu as pu avoir, aussi difficiles soient-elles, en fin de compte, tu as toujours eu cette faculté à te projeter devant et de te dire, mais comment je vais faire pour pas subir ça, mais pour justement en faire une force. Et pas traîner ça comme un boulet, mais plus justement l'avoir comme un moteur. Et puis au final, qui t'a amené aussi, faut le dire, au succès par rapport à ta carrière, par rapport à Mais, tout ce que tu as pu entreprendre au succès. Et ça m'amène justement, c'est que je suis curieux. Et oui, j'aime bien savoir justement quand on a des personnes comme toi qui ont eu cette faculté d'avancer des choses extraordinaires et puis qui sont créées, surtout les opportunités, encore une fois, mais bravo pour ça. Je voulais te demander justement, c'est quoi pour toi le succès? Et puis surtout, c'est quoi ta petite recette magique que tu vas pouvoir nous dire? c'est quoi le succès? Oh là là, d'abord, il n'y a pas un succès, il y a des succès. C'est comme il n'y a pas un bonheur, il y a des bonheurs. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est de ne pas cloner les rêves. Chacun doit avoir son rêve. Le rêve du voisin n'est pas le mien et vice-versa. Le succès, c'est quelque chose, tu sais, quand tu définis ton objectif de vie, parce que dans un objectif de vie, il y a plein de vies, et que tu approches, ouais, t'approches de ce but-là, c'est le truc le plus jouissif qui puisse exister au monde. Et quand ton environnement direct et proche est le premier éclaboussé par ce succès, là c'est un vrai succès. Pour moi, c'est ce que je considère comme un vrai succès. C'est le bonheur absolu. Pour moi, quand mon succès est celui, par exemple, de mes parents et que je le vois dans leurs yeux, c'est-à-dire que c'est un truc de fou. Là, je considère que j'ai réussi. Voilà, donc après, ça, c'est ma version des choses. Après, comment? Je crois que je crois on peut recevoir beaucoup de choses, on apprend beaucoup des autres, etc. à l'école, apprendre de tout le monde. Il n'y a pas d'âge, ne pas avoir de problème d'ego, parce que l'ego tue absolument tout. Utiliser son bon ego, l'ego haut, pas l'ego bas. Euh, Apprendre des autres et surtout, lorsqu'on apprend à l'école ou ailleurs, ne laissez personne rentrer dans votre mental. Jamais. C'est la boîte noire sacrée de chaque individu. Et donc, on prend les choses, on les clone pas, on les améliore, on les façonne à notre identité, à ce qu'on est. Mais ne laissez personne rentrer dans votre mental parce que c'est comme ça que les rêves se bafouent, c'est comme ça que les rêves se brisent, c'est comme ça que les belles idées explosent, c'est comme ça que quand les autres rentrent dans votre mental, c'est là où les murs se créent. C'est là où les murs se créent, c'est là où les potentiels se fanent. On est 7 milliards de potentiels, 7 milliards d'individualités, 7 milliards de Exactement, possibilités différentes. Et comme le dit exactement. Richard Bandler, n'essaie pas Ah de oui. devenir cette personne, parce que la place est déjà prise. Et il y a aussi autre chose que je voulais vraiment dire, c'est un peu, ça rejoint un peu l'histoire du mental, c'est rester soi-même et s'en foutre complètement du regard ou de la vie des autres. Ça, c'est primordial. De toute manière, les gens parleront en bien, en mal, etc. On s'en fout.
ce que pense le monde extérieur de moi, je m'en fous. J'avance. Je me casse la gueule, c'est pas grave, j'avance. Les gens qui critiquent, les gens qui viennent te dire ouais, non, mais ça, c'est pas pour toi, non, mais ça, tu crois que, non, mais il y aura toujours des gens pour dire non, mais ça, tu crois que. Ça, il faut oublier, c'est primordial de ne jamais, jamais, jamais se laisser pourrir par les énergies des autres, de ne s'entourer que de bonnes énergies, d'énergie qui vous portent. Et ça, c'est le meilleur moyen de réussir. C'est-à-dire que l'environnement vraiment direct et premier est quelque chose de primordial pour la réussite. On ne peut pas réussir avec des boulets qui vous tirent vers le bas, ça n'existe pas. Non. C'est clair. Et voilà, bah, justement aussi, toi, on voit que tu as toujours cherché à aller plus loin, cherché à améliorer les choses, cherché à vivre pleinement aussi les choses et puis aller sur des terrains peut-être inconnus. Et comme on disait tout à l'heure, j'ai eu la chance de te rencontrer bah, auprès de Michel Wozniak et de Nathalie de Marseille, qui sont tous deux deux magnifiques personnes que je vous invite également à vous rapprocher le plus possible, qui sont Là, formateurs en PNL. Tout le il y monde vous aura- le dira, il y a un avant, il y a un après de ces formations. C'est vraiment le maître mot, c'est renaître. Et voilà, je sais bah, du coup que tu t'es rapproché de ces outils-là. Et je voulais te demander, du coup, bah, il y a plein de personnes qui réussissent où le dénominateur commun, justement, c'est la PNL. Pourquoi, toi, tu t'es rapproché de la PNL et qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement en plus? Moi, je me suis approchée de la PNL par accident. Je faisais des recherches sur l'intelligence artificielle et tout ce qui est neurosciences. Et en fait, je tombe sur PNL, et je commence à regarder, je tombe ensuite sur Richard Bandler, et je trouve que le type est hallucinant. Enfin, je découvre un truc que je ne connaissais pas du tout, et je me tape en boucle des conférences de Bandler, et ce type, il est incroyable. Et en fait, lui, je suis d'accord avec lui, il parle de technologie. Effectivement, ce truc-là est né dans la Silicon Valley. Euh, et l'approche de plutôt voir, de voir la psychologie, l'aspect psy, non pas par la problématique, mais au contraire par l'aspect réussite, positivité, essayer de plutôt chercher ce qu'on arrive à travers ce qu'on arrive à bien faire ou à revisionner euh, certains épisodes de nos vies ou à refaire travailler absolument tous les sens pour que notre cerveau, qui lui comprend tous les sens, pour que notre cerveau s'active de façon phénoménale, de comprendre que nous avons la télécommande d'absolument tout et que nous ne savons pas nous en servir, de comprendre comment fonctionne notre mémoire, comment entraîner, comment télécharger finalement d'autres programmes et puis effacer des programmes néfastes. C'était un truc de fou. Et moi, ça, je me suis dit, non, mais non, mais faut que j'y aille. Et je me souviens, j'avais tapé formation, là, 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 mais il y avait beaucoup de choses, ça ressemblait à des vendeurs d'aspirateurs, ça faisait pas très, très sérieux, hein. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais il y avait beaucoup de choses limites. Et puis là, je me dis, bon, je vais aller voir autour de Bendler, et c'est là que je vois Nathalie de Marseille, surtout Michel Wozniak et Nathalie que je découvrirai sur place, mais de Rolls. Pour moi, il y a un avant et après la Suisse. Clair, net et précis. D'ailleurs, je pense que j'ai fait un reset à ce moment-là. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, très concrètement, de te rapprocher de ces outils-là, de cette technologie, justement, cette attitude PNL? Peut-être le fait d'apprendre à observer le monde et à s'observer de manière différente et quasi tout le temps, de se rendre compte que mon regard est totalement différent du mien sur une même situation, de voir à quel point pouvoir se connecter à son mental et savoir le gérer, le maîtriser est un gain exceptionnel en termes de temps, d'énergie, d'énormément de choses. De comprendre ses stratégies d'échec et ses stratégies de réussite, ça aussi c'est fabuleux. Et puis voilà, on est sur une vague totalement différente de tout ce qu'on a pu apprendre sur le mental, le cerveau. On se dit, oh là là, le cerveau, oh là là, c'est pour les fous, machin, etc. Et tout d'un coup, pour moi, c'est un outil de vie. C'est-à-dire que c'est pas uniquement un outil pro, c'est un outil de vie que j'utilise pratiquement tout le temps. Et le livre, moi je me souviens qu'il y a des phases où j'étais en état de conscience modifié. Mais clairement. Clairement. C'est-à-dire que pour ouvrir les tiroirs de la mémoire, parce que la mémoire, elle vient pas comme ça, tu dis pas toc toc, ouvre-toi. Ouais, il a fallu.
fermer les yeux, revivre les sons, les odeurs. Alors au début, puis tout d'un coup, ouais, je me souviens que j'écrivais, et puis et c'est comme, tu sais, quand t'es en anesthésie générale, on te pique, et puis 2 secondes après, tu te réveilles, c'était ça, quoi. Et je me souviens qu'après chaque chapitre que j'ai fait dans un état de conscience modifié, je dormais 120 minutes. Mais d'un coma, ça va, tu sais, switch off. Hop, chapitre terminé, switch off, mais vraiment ça, switch off, et je m'endormais 120 minutes profondément, comme si, tu sais, c'était le temps qu'il fallait au cerveau pour remettre certains chapitres qui sont moins, qui étaient plutôt difficiles, là où ils devaient être, tu sais, et triplement verrouillés. Ça m'a permis de rouvrir des tiroirs pas évidents et de les fermer définitivement. C'est-à-dire de régler certaines problématiques, par exemple à travers l'écriture ou même à travers beaucoup de choses. Maintenant, quand il y a une problématique, je switch la caméra, tu vois. Je switch de cam. Je dis OK là, hop, je switch de cam, je m'observe. Je dis OK, soit c'est ridicule, soit la solution elle est là, mais quand tu changes de caméra, tu changes d'angle, de point de vue, et donc forcément, tu amènes d'autres solutions, d'autres. Mais tout. C'est quelque chose qui, pour moi, devrait être un outil d'intérêt public, et surtout devrait être enseigné à l'école. Comme je dis toujours, ça devrait être remboursé par la Sécu. Exactement. En tous Exactement. les cas, moi, je te rejoins. Et puis, voilà, je voulais te poser la question parce que chacun a sa vision de la chose. Et c'est vrai qu'on n'en entend pas encore assez parler, selon moi, mais des outils comme ça, comme on dit, hein, c'est apprends à te connaître toi-même. Et tu verras que le reste, il y a tout qui va suivre. Et je pense vraiment que c'est pas on entend beaucoup parler de développement personnel et tu vas voir jeune entrepreneur, tu vas surpasser, tu vas réussir dans ta vie. Non, déjà, je Ouais. pense que ça passe vraiment, comme tu dis, et puis tu l'as vécu aussi par tes expériences de se connaître soi-même, de savoir aussi agir sur sa propre réalité pour obtenir des résultats qui soient remplis de sens, en cohérence et en harmonie avec qui on est et ce qu'on veut. Et je pense qu'il n'y a, il y a rien de plus important que ça. Et en tout cas, bah, pour ceux qui vont regarder, j'en profite, hein. Typiquement, la PNL, c'est des choses qu'on propose chez nous, chez INSEM, et justement en collaboration avec Michel Wozniak et Nathalie Demarçay. Qui sont des Rolls. Les Rolls. Ouais, c'est des Rolls-Royce, Ah, c'est des pointures au niveau mondial dans le domaine et franchement, c'est franchement des personnes super. à rencontrer une fois dans sa vie. Et voilà. Et du coup, quand on parlait d'expérience, là, je vais te demander, on va y répondre en quelques mots, parce que j'ai encore deux, trois petites questions que je veux absolument te poser. Ouais. Mais vu que voilà, on a parlé de cette perception de la vie, de ces retours d'expérience, de toutes ces choses, et on sait ô combien à la télé, il y a ce qu'on voit à l'écran, il y a ce qu'on ne voit pas derrière, et il y a tout ce que nous, pauvres mortels, on peut s'imaginer, on va dire, de ce qui se passe derrière. Et je voulais savoir, toi, si tu accepterais de te livrer un petit peu, justement, bah voilà, quelles ont été peut-être l'expérience, quelle a été l'expérience la plus marquante pour toi, on va dire en termes négatifs, si on peut le dire comme ça, et quelle a été pour toi, en quelques mots, celle qui t'a le plus marqué positivement? Ou la plus, la plus violente, la plus moche, la plus, je sais pas. Bah, la plus violente, elle a été violente, et en même temps, elle m'a marqué, et en même temps, elle m'a servi. Et cette expérience a été la perte d'un fils, de mon fils, qui est le truc le plus abyssal et le plus terrible que l'on puisse connaître. Parce que dans une mort, il y a plein de morts. Euh, il y a plusieurs étapes de la mort, et donc à chaque fois, on retue l'être qu'on aime le plus au monde. Et en même temps, dans cette douleur abyssale, dans ce gouffre indescriptible, parce que c'est le mot, et je crois que en termes d'expérience, je crois que ça doit être, elle doit être dans le top 5 des expériences difficiles et douloureuses. Euh, et en même temps, ça a été ma force la plus géniale. Parce que elle me rappelle, en fait, maintenant c'est un peu, je m'en sers comme un phare, et
qui me rappelle à chaque fois que tu vois, tu te plains ou à chaque fois, les choses n'avancent pas comme tu veux ou à chaque fois où tu penses que la vie est éternelle et en fait pas du tout. Elle te rappelle combien coûte la vie, combien elle est belle, combien elle est précieuse, combien chaque seconde n'a aucun prix. Je veux dire, aucun milliard ne peut acheter une seconde de vie, que c'est la chose la plus précieuse que l'on a. Et Mehdi, oui, il est mon phare, il est celui qui me rappelle que, que tant que tu es debout, vivant, mais c'est formidable, tout est possible. Donc pour moi, oui, c'est à la fois l'expérience la plus douloureuse et comment je l'ai vécue ben, abyssalement et de manière traumatique, avec même des amnésies traumatiques. Et en même temps, de savoir tirer le message de cette expérience, tu sais, de dire, OK, comment j'avance avec ça? Donc, soit je me laisse embarquer par la douleur et je sombre, soit je danse avec la douleur. Soit je l'accompagne dans, euh, dans sa danse, hein, parfois brutale, parfois. Et plus tu l'accompagnes, et moins elle est douloureuse. Plus tu luttes, plus elle est douloureuse. Plus tu l'accompagnes, tu sais, c'est comme cette espèce de rond dans l'eau, tu vois, plus tu l'accompagnes et plus il disparaît pour ne plus exister. Et pour moi, la douleur, à chaque fois, c'est ce que je fais. Toute douleur ou tout gros stress ou enfin, tout ce qui peut s'apparenter à une douleur, j'essaye de ne pas lutter, mais de l'accompagner comme dans un tango ou dans une espèce de valse où il ne faut jamais, jamais lutter contre une douleur. Au contraire, il faut l'accompagner et plus tu l'accompagnes, plus elle disparaît. Et à ce moment-là, tu te sers de ce qu'elle t'a appris. Parce qu'elle apprend forcément. On apprend plus de la douleur que des bonheurs. Très juste. Et au niveau professionnel, si tu avais un souvenir super positif qui t'a marqué, ce serait lequel? La fois où on m'a annoncé que je rentrais au Maroc par la grande porte, c'est-à-dire en rencontrant le roi. Ça, oui, ça a été pour moi la super réponse à ma colère, à la colère de mépris d'enfance. Et ce jour-là, j'ai réglé ce problème de colère, en fait. Donc j'avais atteint un objectif ultime et inconscient. Je ne le connaissais pas à l'époque, mais professionnellement, ça m'a amené à rentrer chez moi par la grande porte et à ne plus jamais connaître le mépris ou le traumatisme des mépris. Et donc, dans mon identité, ça a été un bien fou très salvateur. Très, très salvateur parce que il y avait comme, tu sais, comme un Rubik's Cube dans lequel il manque des dents, tu vois, dans lequel il manque des carrés. Et donc, il n'arrive plus à bien. Et là, ouais, non, j'ai été. Après, professionnellement, évidemment, j'ai vécu des choses incroyables. J'ai fait des émissions politiques où tu as le stress, adrénaline, niveau 3G, tu vois. Et c'est, je sais pas, moi, la rencontre avec Le Pen pendant les campagnes présidentielles de la campagne 95, ou pendant la conf de rédac, tu vois, je dis, bah ouais, mais c'est moi qui suis la plus proche des candidats. Est-ce que, exceptionnellement, je peux. Parce qu'on était trois présentateurs, il y avait Michel Pollack, Stéphane Simon et moi. Et donc, personne n'a voulu être à ma place. Et ce type-là, il est impressionnant. C'est-à-dire que quand il arrive, déjà, il y a tous ces skins qui arrivent. C'est-à-dire il a une armée de gardes du corps, en plus de tout le barnum CRS et tout, sécurité prévu pour lui. Et en fait, on est dans la loge et il arrive pour se faire maquiller. Donc déjà, t'es là, le bonhomme, il est immense, il a des épaules comme ça, un cou comme ça, il te met une claque, tu sais plus qui est ton père, de ta mère. Et en fait, le type, il est dans la loge, il maîtrise, mais tout, il est drôle. Ah, d'un coup, t'arrives presque à l'humaniser. Et là où il est impressionnant, c'est qu'il maîtrise toute sa com. Il est là, fond de teint numéro machin, truc machin, poudre temps, tu vois. Et en même temps, il te raconte des vannes, mais le mec, il est dans sa com. Lorsqu'il a un message à faire passer, il regarde la caméra qui est à l'antenne, donc la caméra rouge, le bouton rouge. Et à ce moment-là, il ne s'adresse plus
à toi ou à Michel Polac ou à Stéphane Simon, mais il s'adresse aux téléspectateurs. C'est-à-dire toutes les phrases ou messages importants, il va chercher la caméra tout en continuant à parler pour essayer de faire passer le message directement au public. Il est impressionnant. Mais là où je l'ai eu, c'est que j'avais planqué ma carte de séjour sous mes fiches. Et j'avais peur en même temps parce qu'il est impressionnant. Et je lui dis, et lui, il était là, il me regardait avec mes cheveux bouclés comme ça, mais il devait se dire, elle est antillaise, dom-tom, tu vois, mais jamais il aurait pensé que j'étais arabe. Et donc, je lui sors ma carte de séjour et je lui dis, voilà, monsieur Le Pen, elle est valide, c'est ma carte de séjour, elle est valide jusqu'à temps. Vous faites quoi, monsieur le président? Vous me coulez entre Algeciras et Tanger, j'ai dû sortir un truc comme ça. Et là, il part dans une colère, mais d'hystérie. Mais la carte de séjour est criminelle. Vous ne devriez même pas l'avoir. Et donc, 2 secondes après, bon, il s'énerve. Et 2 secondes après, je relance. Je dis, ben, vous ne m'avez pas répondu. Je deviens quoi? Et là, il fait de l'anti-Le Pen. Là, il me regarde et il fait, mais vous, c'est pas pareil. Le président est déjà tombé sous le charme. Et ce qui, alors, bon, cette séquence-là, moi, j'en parle parce que le bonhomme est vraiment impressionnant. Mais ce qui m'a, tu vois, on parlait des médias, mais ce qui m'a impressionné, enfin, ce qui m'a déçu, c'est que cette séquence, elle a été zappée, le zapping de Canal, partout, partout, partout. Et ils ont uniquement zappé la colère avec la carte de séjour est criminelle. En revanche, personne n'a pris la séquence où Le Pen fait de l'anti-Le Pen, où il devient totalement aseptisé, totalement euh, à l'opposé de ce qu'il est et de ses discours. Et comme quoi, voilà, quand je dis qu'on participe à défaire et à faire et à créer les monstres, ça, c'est une réalité. Bah, j'allais te demander justement une petite anecdote sympa sur tout ça. Tu viens de nous en donner une. Du coup, j'en ai sélectionné une aussi parce que j'aimerais que tu apportes ton éclairage sur un truc si tu veux bien. Ouais. On connaît Ness, présentatrice, Ness, chef de communication et tout ce que tu as pu faire. Mais alors, par contre, je ne m'attendais pas du tout à voir Ness, dompteuse de Lyon. Et ça, Ah, c'est quoi? si tu savais. J'ai besoin de précision, s'il te plaît. Ah ouais, mais c'est vrai que j'aurais pu te parler de ça aussi. En fait, j'étais à France 2 et il y a, tu sais, tous les ans le Téléthon. Donc l'équipe du Téléthon, qui est une équipe géniale, m'appelle et me dit, voilà, on fait ça avec le cirque Pinder cette année. Qu'est-ce que tu aimerais faire dans le cirque, tu vois? Et moi, je dis, ah, les fauves. Je suis un lion, ascendant lion. Je me dis, ah, un bébé lion. Donc t'imagines, toi, t'as un bébé lion, tu lui donnes le biberon. Donc il note et puis je me fais convoquer au cirque et en fait là je m'aperçois que non, c'est pas des bébés lions, c'est des vrais lions, des vrais lionnes et des vrais tigres et que c'est un numéro unique au monde avec donc en gros 20 ou 25 fauves immenses en même temps. Et là j'apprends en fait que pendant 2 mois je vais tous les jours apprendre à dresser des lions. Mais c'était, quand j'y repense, je me dis, mais t'étais complètement folle, mais complètement dingue. Mais ce qui est fou, c'est que c'est là où tu sais le truc de la peur, du stress et de ce que t'envoies comme signaux non perspectives, tu vois, espèce de trucs que les animaux reniflent. Et en fait, j'ai appris à dompter ma peur, à avoir l'attitude, tu vois, de dominant, à te dire que la peur, tu sais, c'est comme la plongée, c'est si jamais ton rythme cardiaque s'accélère et que tu pompes tout ton oxygène, tu meurs. Eh ben, c'est pareil pour rentrer dans une fosse, dans une cage plutôt, avec 20 lions, lionnes derrière, un lion que tu dois faire passer dans un cerceau, 2 lionnes que tu dois faire tourner et debout. Moi, je fais 1,60 m, donc je ne dis pas quand elles étaient debout avec leurs grosses pattes, tu te prends une griffe, tu es déchiqueté. Et le dernier numéro, c'était un tigre. Alors lui, il était immense. Il fallait que je le mette en bout de piste et que je l'amène debout en boxant sur la musique de Rocky. Donc un tigre debout, c'est 2,50 m, tu vois. Et je me retrouvais comme ça, avec cette bête-là, comme ça au-dessus. Tu as les crocs, les lames de rasoir qui sortent. Les griffes, c'est pareil. Et donc, tu apprends. En fait, ce que j'ai appris de ce truc-là, au-delà d'avoir la trouille, c'est de maîtriser la trouille, de maîtriser la peur. Parce que là, tu sais, la notion de peur et de stress qui va avec la peur prend tout son sens. C'est-à-dire, danger de mort égale, tu dois apprendre à maîtriser, tu vois. Et ben là, je peux te jurer que j'ai dompté avec
tous les trucs que la nature nous donne naturellement. Et c'est génial parce que tu apprends à maîtriser totalement ta peur. Et même si 2 secondes avant l'antenne, ils viennent me voir en me disant, faut que tu ailles taper dans les grilles parce qu'ils sont stressés. Je fais, pardon? 2 heures avant l'antenne. Tu me dis qu'ils sont stressés, mais je vais me faire manger en fait, tu vois. Donc tu te retrouves 2 heures avant l'antenne à aller taper le fouet sur les grilles, tu vois, sur le métal, et à hurler parce qu'en plus t'es maquillée, donc ils te reconnaissent plus, et tu rentres là-dedans. Tu te dis, mais attendez, mais ça va pas. Pourquoi vous faites ça? Et malgré tout, voilà, une fois que t'es dedans, t'es réellement dedans, ben tu fais appel à tout ce que tu as appris pour dominer, quoi. Et là, c'est pareil, c'est de la PNL, hein. Ouais. Et je pense C'est qu'une fois uniquement PNL. une fois que tu dois repasser à l'antenne derrière et puis que tu as appris à te connecter justement à cette peur et puis plus la subir, Exactement. justement de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'est cette peur et puis comment justement c'est un peu de l'aïkido, hein, c'est retourner cette énergie pour s'en servir de Exactement. je pense que ouais, et puis comme tu dis, la PNL justement permet de faire ça. Alors, Divornès, pour terminer, il nous reste 5 petites minutes. Je voudrais te proposer un petit jeu avec une réponse très courte en 1 ou 2 mots. Tu seras d'accord? Ouais. Ouais? Ouais. Ok. Tu vas voir, c'est vraiment des questions assez courtes. Ok. Plutôt sport ou méditation? Avant sport, maintenant méditation. Ok. Si tu étais un élément, L'eau. un animal, Le lion. comme par hasard. Oui, oui, oui. Je suis lion, ascendant lion. Et si tu étais un super pouvoir? Un super pouvoir. Ah, c'est bateau, hein, c'est bateau, mais ce serait rendre les gens heureux. Ouais, voilà, c'est con, hein, mais c'est comme ça. Ok. Une devise. Une devise. Bah, ma devise, c'est ah oui, ma devise, c'est que Dieu me donne de quoi redonner. Ok. Ta vision. Ma vision Mhm. illimitée. Tes 3 plus grandes forces. Euh, la générosité. Hmm, générosité. Après, peut-être la capacité à aller vite, à intégrer très vite les choses. Ouais, je sais pas, moi, les très grandes forces. Je sais pas, humainement, générosité. Euh, je sais pas, j'en sais rien. Mes 3 forces. Je sais pas. Oh, je crois que c'est l'humanité qui fait tout. L'humain. Je crois qu'en fait, dans l'humain, il y a toutes les forces. Et je crois que c'est ça mon truc. C'est que je suis fondamentalement humaine et tournée vers l'humain. Voilà. Ok. Bon, un plaisir inavouable jusqu'à maintenant. Ah, plaisir inavouable. J'en ai déjà. Je regardais voisin voisine, c'était tout pourri. Euh, plaisir inavouable. Oh, est-ce que j'ai des plaisirs inavouables? Ah si, j'aime bien de temps en temps buller dans mon lit. Je m'autorise, voilà, des moments de bullage dans mon lit qui peuvent durer une journée. Voilà, je m'offre. Tu sais, c'est comme les moments down. Tu Mhm. t'offres tes moments down, mais tu les calibres dans le temps. Tu te dis, voilà, j'ai 2 jours down, je me laisse aller downer et je danse avec mon down. Voilà, mais sinon, voilà, je le fais sans culpabilité. Ok. Si tu pouvais rencontrer une personne, qu'elle soit encore vivante ou morte, ce serait qui et pourquoi? Ce serait ma grand-mère, ma fée, parce qu'elle m'a transmis des forces. Ouais, elle m'a transmis beaucoup de force. C'est quelqu'un qui avait, tu vois, on parle de PNL et de choses qui ne se, voilà, qu'on ne peut pas forcément palper, qui sont pas palpables. Et ma grand-mère, elle, avait une force d'énergie et elle m'a accompagnée sur beaucoup de choses. Elle continue à m'accompagner même si elle n'est pas là, mais j'aimerais la voir pour qu'elle m'explique d'autres choses parce qu'elle est partie sans me. Je pense qu'on a tous
des, des dons transmis de génération en génération. Et je pense qu'elle a oublié de je suis quelqu'un d'extrêmement sensible aux énergies. Je suis une éponge à énergie. J'arrive presque parfois, tu vois, dans une salle d'attente, si tu te connectes, si tu te synchronises avec quelqu'un, à presque ressentir leur mal-être ou leur bonheur. Et parfois, c'est assez pesant. En fait, voilà, j'aimerais la revoir pour faire un câlin et puis pour qu'elle m'explique le reste du mode d'emploi. Ok, allez, une petite dernière question. Imagine que là, je te donne une lampe magique Ouais, avec un génie dedans ouais. et qu'ils te disent, Ness, tu peux faire 3 vœux. Tu feras lesquels? 3 vœux. Alors, le premier, c'est d'assurer que les enfants du monde entier puissent avoir de la flotte et de la bouffe demain, ce qui n'est pas gagné. Le deuxième, ce serait de tenir mon fils dans mes bras. Et le troisième, ce serait que les miens restent le plus longtemps auprès de moi. Ok. Bah, écoute, merci Inès. On arrive à la fin de ce beau partage, de ce bon moment Non. d'échange. Pour toutes les personnes qui vont nous voir ou qui vont nous écouter en podcast, si tu avais une petite dédicace, un petit mot à leur dire, un petit mot pour la fin. Alors, il y a beaucoup de gens qui cherchent leur voie ou qui peut-être se disent c'est pas pour moi, ou j'ai pas les compétences, ou j'ai pas le diplôme, ou fuck. Je dis, lorsque votre tête vous dit ça, dites-lui ta gueule. Mais ta gueule, écoutez-le, votre ta gueule, et savourez-le. Et à chaque fois qu'elle revient, cette voix, répétez-le ta gueule jusqu'à ce qu'elle finisse par ne plus revenir. Et et rêver sans limite, ne vous bloquez pas à des réflexions, aux réflexions des autres, ou un prof, ou même les parents hein, peuvent être parfois maladroits. Et rêvez avec vos tripes, parce que tout est absolument possible. Nous naissons avec tous les mêmes potentiels. Avec ou sans grandes écoles, avec ou sans grands diplômes, nous avons tous les mêmes potentiels et les mêmes forces. Il suffit d'aller les chercher au plus profond. Essayez de travailler au maximum avec vos tripes. Oubliez enfin, voilà, la théorie, ok, elle est là, mais si tout ça n'est pas connecté fondamentalement aux tripes, c'est-à-dire que vous n'incarnez pas vos rêves, alors il n'y a plus de rêves. En revanche, plus vous les incarnez, plus vous les vivez, plus ils sont, c'est-à-dire qu'ils font partie intégrante de vous, alors là, c'est l'autoroute magique du succès. Donc à toi qui vas nous regarder, peu importe qui tu es, ta Ouais, gueule, rêve et ouais, incarne ton rêve. exactement. Voilà, super. Bah, écoute, bah, merci beaucoup de ton temps, Ness. C'est très Merci à toi, Pierre. précieux, passionnant. Franchement, bah, on passera des heures. Il faudra qu'on arrive à se caler ça, passer des heures à discuter. Moi, je vous invite franchement, il y a son bouquin, Ness, Ma vérité, des mots et des mots. Franchement, c'est super passionnant à lire. On plonge dans une histoire, on plonge dans un vécu, il y a des engagements, il y a de tout. Vous allez passer par tous les états, c'est vraiment super sympa. Merci de ton partage, merci de tes Merci, confidences. Pierre. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi, beaucoup de plaisir à te retrouver. En tout cas, je te souhaite une très très belle continuation. Et pour tous ceux qui vont regarder cette interview, sachez qu'il y a d'autres interviews qui sont là. Je vous invite forcément à aller faire un petit tour sur le site de Pierre Leju, hein, coach. Et Et qui puis, sont très intéressantes, on y apprend des trucs, franchement. merci beaucoup. Et puis d'aller voir aussi le site de formation INSEM où on parle justement de toutes ces belles ressources dont nous a parlé Ness, dont la PNL aussi. Voilà, en tous les cas, vous voyez qu'il y a tout un tas de possibilités encore à explorer et ça, c'est un choix qui vous appartient. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle continuation. À très bientôt, Ness. Bye, Pierre. Bonne À fin de journée à bientôt. tous. Au revoir.